Ce que nous réserve la politique à l'avenir, je n'en sais rien. Je suis vraiment déçu. Jusqu'à présent, j'ai toujours voté pour les mêmes. J'ai fait confiance. Mais maintenant... J'ai 21 ans. Donc au présidentiel, je voterai pour la première fois. Les discours des hommes politiques, ça ne m'intéresse pas. La politique, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais voté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça n'apporte rien. Ça sert à rien. Effectivement, il y a des personnes qui sont déçues. Déçues par le fonctionnement des partis politiques, déçues par les objectifs des politiques qui ne correspondent pas à la société dont ils rêvent. Les projets de société ne correspondent pas à leurs attentes. Nous allons bientôt élire les représentants de notre République. Mais la majorité de la population est déçue par la politique. Je vous propose d'aller à la rencontre de personnes qui présentent des solutions pour améliorer notre démocratie. Allons-y. Vous le savez, nombreux sont les citoyens qui rejettent le monde politique. Mais vous avez des solutions pour faire de la politique autrement ? Alors effectivement, on pourrait se dire ça. Beaucoup de gens expriment de la défiance aujourd'hui et de la méfiance vis-à-vis des politiques. Mais il y a aussi beaucoup de petites initiatives qui existent sur tout le territoire et notamment en ligne. Et donc, pour la partie numérique, c'est ce qu'on appelle la Civic Tech. Alors Civic Tech, c'est un terme anglais qui, en fait, recoupe cette réalité de toutes les plateformes qui permettent de faire de la citoyenneté. En fait, c'est toutes les plateformes et les applications qui permettent de renforcer l'engagement des citoyens, la participation démocratique, donc aux élections, et la transparence des gouvernements. L'enjeu, c'est d'arriver à connecter ces initiatives numériques, donc tous ces collectifs qui s'organisent en ligne, sur les réseaux sociaux, sur des nouvelles plateformes dédiées, sur des applications de téléphone, et de les connecter à des réalités concrètes. La Civic Tech, concrètement, qu'est-ce que ça change ? Vous pouvez me donner un exemple ? Alors, on a effectivement beaucoup de petits exemples concrets dès aujourd'hui qui ont marché, qui marchent au quotidien. Donc, par exemple, c'est la ville de Nanterre, à côté de Paris, qui a développé un portail de consultation qui a permis aux citoyens de Nanterre de participer à des prises de décision, à de l'évaluation publique. Ça, c'est des exemples. Mais donc, il y a énormément aujourd'hui de petits cas concrets sur les territoires en ligne qui permettent déjà aux citoyens de prendre position, de prendre parti, de s'approprier sa vie politique. L'enjeu maintenant, c'est effectivement d'arriver à toucher plus de monde. C'est bien. Même si on avait les moyens de mettre en place une démocratie participative, il faudrait déjà que les citoyens soient intéressés par la politique, qu'ils aient envie de s'engager sur des thématiques, de participer à la vie politique. Et puis on a toujours le problème de l'accessibilité. Et l'accessibilité, ça commence par l'éducation. On pourrait nous montrer des dessins, comme dans les émissions pour enfants à la télé, par exemple. On part du plus simple pour qu'ils comprennent, et petit à petit, on va vers le plus compliqué. C'est vrai que maintenant, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle la communication. Les éléments de langage qui constituent le discours. Et évidemment, les sourds ne comprennent pas ce qui se cache derrière. Ils ne comprennent pas les intentions, les objectifs. Mais c'est pareil pour les entendants. Ils ne se retrouvent pas dans les discours.
Aujourd'hui encore, l'information politique reste floue. Mais peut-être que les nouvelles technologies, comme les civic tech, vont nous permettre de mieux comprendre cette information. Je vais rencontrer la fondatrice du site internet Vox, qui est justement consacré à la politique. Alors, pourquoi avez-vous créé le site Vox ? Alors Vox.org, on l'a créé en 2012 avec un groupe d'amis en se disant qu'on aimerait bien être mieux informés sur la politique. Parce qu'on avait beau s'y intéresser un petit peu, c'était pas clair du tout pour nous qui proposait quoi. Qui avait quelles idées. Et en fait, on se sentait complètement submergé par l'information. Et c'est pour ça qu'en 2012, on a commencé assez simplement en créant un comparateur de programmes. Donc, je prends 2 candidats, un thème et je vois exactement qui me propose quoi sur santé, éducation, écologie. Et je vais pouvoir me faire ma propre opinion. Donc, c'était vraiment la volonté derrière Vox de rendre plus transparent et plus accessible les programmes des candidats. On sait que pour la communauté sourde, l'accès à l'information, c'est déjà très compliqué. Et pour la politique, ce n'est pas mieux, on est face à un mur. Et vous me dites que pour les entendants, c'est pareil ? Et ça vient d'où ? On a aussi la difficulté souvent du manque de mise en contexte des éléments qui concernent la politique, parce qu'on estime souvent en fait que les gens qui regardent ou qui lisent les journaux, par exemple, connaissent déjà le sujet, connaissent déjà, par exemple, à quoi sert tel ou tel ministère, à quoi sert qui est tel ou tel homme ou femme politique. Et en réalité, nous, ce qu'on note, c'est qu'il y a un vrai besoin de pédagogie. Et quand on parle d'accessibilité à l'information, c'est vraiment le rendre accessible sans imaginer que l'interlocuteur connaît déjà le sujet. Donc du coup, pour nous, c'est vraiment important que la politique devienne quelque chose de très visuel, qu'on arrive à rendre attractif des propos qui peuvent parfois sembler trop complexes et un peu ennuyeux. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer maintenant le travail qu'on fait. Je pense que ce serait intéressant de faire un visuel avec ces 3 chiffres-là. Il faut vraiment qu'on trouve une façon très claire et très punchy de les mettre en perspective. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit, à ton avis ? Quel est le processus pour arriver à un résultat graphique clair et synthétique ? Comment vous travaillez les idées au départ ? L'idée globale qui préside en tout cas au travail visuel sur Vox, d'être dans un graphisme d'explication où tout ce qui paraît compliqué, tout ce qui est chiffres justement, information politique, on essaye de le rendre clair et accessible. Le travail de graphisme que j'ai à faire sur ce sujet-là justement est assez proche de la langue des signes, dans le sens où pour un concept, un chiffre ou un mot-clé, j'ai à trouver quelque chose de visuel qui va tout de suite le symboliser ou le représenter et qui fait appel à un imaginaire collectif. Par exemple, la question des heures travaillées, on avait un comparatif entre la France et l'Union européenne et du coup j'ai choisi le cartable comme étant symbole du travail, sur lequel j'ai appliqué sur un le drapeau français, sur l'autre le drapeau européen, et tout de suite il y a une association, une espèce de métaphore qui se crée et qui va faire appel effectivement à l'imaginaire des gens et qui va leur faire comprendre de manière rapide le sujet. Du coup, nous, en fait, on essaye de travailler le plus possible sur l'image, parce qu'on pense qu'en général, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible, ce type d'univers, que ça peut servir aussi à votre communauté en particulier, des sourds et malentendants qui ont envie d'avoir une information plus accessible ? Oui, de ce que je vois en termes d'image, de présentation, les idées sont bien résumées, c'est très clair, c'est attrayant. J'ai vu qu'il y avait aussi des vidéos, des interviews, des commentaires. Tout est sous-titré, c'est super, mais je me sens un peu exclue. Je préférerais qu'il y ait de la langue des signes, j'accrocherais mieux. Merci, continuez à vous développer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. La politique et toutes les informations la concernant, on peut les retrouver sur Internet, via les civic tech. Mais dans la vraie vie, les rencontres, elles se passent où ? Le citoyen, où peut-il s'exprimer et comment ? Il faut des rencontres. Étant donné qu'en France, le programme d'instruction civique a de moins en moins de place, comment assimiler les règles de la citoyenneté et nous redonner l'envie et le goût de la politique ? Le mieux, c'est les rencontres. Justement, ça se passe là.
Dites-moi, quel est l'objectif de ces rencontres, de ces échanges ici? Alors ici, on est à un Polka, c'est un débat citoyen, un débat politique, où plein de citoyens différents qui ne se connaissent pas sont venus pour échanger sur un thème. Et l'idée, c'est que chaque citoyen peut en fait s'approprier le débat politique et devenir encore plus citoyen. On n'a pas besoin d'être un expert, un spécialiste, un élu ou un décideur pour parler de sujets politiques, mais que tout citoyen peut le faire. D'accord. On y va ? C'est par là? C'est par là. Bienvenue pour ce Polka sur le thème « Voter, est-ce vraiment utile ?» Thème volontairement un petit peu impertinent, la question posée comme ça, mais je pense qu'il y aura des bons débats. Du coup, on propose un porte-parole par groupe. Alors vas-y, commence et puis sur la question. Vas-y, Charlotte. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Le rôle des abstentionnistes, on savait pas trop pourquoi on votait pas. Et en fait, on a eu des idées intéressantes de la part des différents membres du groupe sur je ne vote pas parce que je suis en colère, parce que les candidats me satisfont pas. Enfin bref, il y avait un certain nombre de raisons qu'on a l'habitude de voir dans les médias, mais en fait, on a eu d'autres raisons assez intéressantes sur est-ce que je suis légitime pour prendre une décision pour l'ensemble de la nation. Et en fait, finalement, c'est une idée qu'on n'a peut-être pas assez, c'est je suis pas informée, donc je vais pas voter. Ce soir, l'objectif, c'est de se nourrir de nouveaux points de vue et aussi de redonner l'envie de voter, c'est ça? On n'est pas là pour se convaincre, on est vraiment là pour réfléchir ensemble et s'enrichir de la pensée de l'autre, prendre conscience qu'on ne pense pas tous la même chose aussi. Et peut-être que l'autre nous convaincra, mais c'est vraiment pas l'objectif. C'est quand même inédit, votre initiative. Parce que les Français en ont assez de la politique. On voit toujours les mêmes têtes, l'information n'est pas claire. Et là, vous provoquez la rencontre, l'échange. C'est mieux. Oui, c'est une autre façon. Puis je pense que ça, en tout cas moi, ça m'a permis en participant et en organisant des kawas de prendre conscience que je fais de la politique tous les jours, juste en ayant un avis sur les choses, en essayant de me forger une opinion sur les choses et en agissant dans des associations ou en organisant un débat où ça me permet de m'y intéresser davantage et à terme j'aimerais que ça permette aussi de renouveler la manière qu'on a en France de faire de la politique et peut-être de voir des nouvelles têtes, ce serait plutôt agréable. Merci d'avoir accepté ce bref échange. Je vais vous laisser continuer l'animation et participer aux conversations. C'est presque fini. Merci aussi. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'il y a un renouvellement de la classe politique? Si on prend les élections de 2017, on retrouve toujours les mêmes têtes. Donc pour moi, il n'y a pas de renouvellement. Pour moi, c'est toujours les mêmes. Moi, je pense que c'est toujours pareil. Pour moi, non. Il faudrait de la nouveauté. C'est vrai que la politique, c'est un métier. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de renouvellement. J'aimerais vous poser une question sur le manque de renouvellement des figures politiques. Pourquoi il ne se fait pas? La classe politique française, effectivement, manque de renouvellement. C'est lié à des biais de société et aux partis politiques qui ont le monopole sur l'investiture des candidats. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Dans la pratique, comment vous fonctionnez? Vous avez un exemple? En fait, avec la première point ordre, on s'est dit comment on pourrait réenchanter la politique, comment permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir s'engager en politique de manière indépendante, en dehors du cadre des partis politiques. On ne peut pas se priver de tous les talents qu'il y a partout en France, donc on a décidé d'organiser une primaire totalement ouverte pour permettre aux Français de choisir leurs candidats et de co-construire des projets politiques. Ah bon? C'est vrai?
n'importe quel citoyen peut se présenter comme candidat. La première prorogue est ouverte à tout le monde. Peu importe votre âge, votre profession, votre lieu de résidence, votre métier, etc. Vous pouvez être candidat ou vous pouvez simplement participer au processus pour faire valoir vos idées ou rejoindre une équipe de l'un des candidats. Donc évidemment, l'idée, c'est de sortir un candidat avec un processus abouti. Et après, si on y arrive, porter ce candidat à la présidentielle. Mais c'est aussi qu'il impacte le débat d'idées de la présidentielle. Pendant 4 mois, il va pouvoir être dans le champ politique et qu'il sera le porte-parole de la voix des citoyens face aux candidats des partis qui, eux, ont des thématiques très partisanes. Et si ce n'était pas votre candidat qui était élu à la présidentielle, que feriez-vous? Que se passerait-il? Notre objectif n'a jamais été que notre candidat soit le président de la République. L'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait faire de la démocratie autrement, de réimpliquer le plus grand nombre, de montrer aux gens qu'il faut arrêter d'être dans la colère, dans la frustration par rapport au monde politique. On peut passer à de l'engagement positif. Un candidat, pour se présenter, doit recueillir plus de 500 signatures. Comment vous allez faire concrètement pour les avoir? Alors, le candidat qui gagne effectivement la première prorogue doit recueillir 500 signatures de maires. On a déjà commencé un travail en amont depuis plus de 8 mois d'aller voir la plupart des grands électeurs et principalement les maires pour les sensibiliser à l'initiative de la première prorogue. Et on avait déjà plus d'une centaine de maires qui nous disaient qu'ils trouvaient l'initiative formidable. Alors bien sûr, à ce stade, ils ne pouvaient pas donner un parrainage puisqu'on ne savait pas qui allait gagner la première prorogue. Maintenant que le candidat est connu, on va les recontacter pour dire maintenant, c'est cette personne qui est élue, est-ce qu'elle est proche de vos valeurs? Et dans ce cas-là, confirmez votre parrainage. Et en fait, il y a 18 000 petites communes en France. Donc 500 sur 18 000, ça nous semble atteignable. Et pour ça, on va céder des citoyens. C'est-à-dire que sur notre site web, on va mettre en ligne un kit téléchargeable qui dira qu'est-ce que c'est la primaire, comment aller voir votre maire, comment lui expliquer la démarche, etc. Et les citoyens vont télécharger le kit et vont aller voir entre amis, en famille, aller voir leur maire. Et nous, on va aussi aller sur les législatives pour faire la même chose au niveau des législatives. Faire émerger les gens partout en France. Ah bon? Vous allez également participer aux élections législatives? Exactement. On va organiser 577 primaires citoyennes en France pour permettre justement qu'il y ait des candidats citoyens dans chaque circonscription. Et si une personne sourde se présentait, comme tout citoyen peut le faire, vous l'accompagneriez comment? Et vous l'aideriez comment dans sa campagne? Parmi tous les candidats à la présidentielle, il y avait un malentendant qui était candidat. Et il avait mis un programme en ligne, etc. Et j'avais même échangé avec lui à la fin d'un meeting. Il n'a pas été qualifié, mais en tout cas, il avait fait la démarche d'être candidat. Maintenant, pour les législatives, en fait, on avait déjà commencé à discuter avec quelqu'un qui est spécialisé pour mettre à jour les sites web pour les sourds et malentendants. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Je ne sais pas, mais l'idée qu'on a, c'est de pouvoir rendre notre site accessible aux sourds et aux malentendants, et après pour voir comment on peut faire pour les rendez-vous, les réunions, pour des interprètes et des choses comme ça. Mais c'est une logistique énorme et on n'a pas beaucoup d'argent pour le faire. On se trouve ici dans un espace d'expérimentation, le Liberté Living Lab. Qu'est-ce que c'est? Alors ici, nous sommes au Liberté Living Lab, et le plus simple, c'est que je vous présente quelqu'un qui va vous présenter les locaux et le lieu. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me faire visiter, s'il vous plaît? C'est parti. Super. Imaginons qu'une personne sourde ou une équipe vienne ici pour créer une start-up. Comment vous l'accompagneriez concrètement?
Le projet Liberté Living Lab a vocation à accompagner des entrepreneurs de tous les horizons. Et effectivement, si un entrepreneur avec une spécificité, ou par exemple la surdité, se présente au Liberté Living Lab avec une idée innovante technologiquement, socialement et civiquement, eh bien, il sera le bienvenu. Et il faudra peut-être qu'on s'adapte pour l'aider à s'intégrer dans l'espace et auprès des autres, avec les autres résidents. Et surtout, et avant tout, ce qu'on apporte, c'est l'accès à un écosystème très innovant avec nos résidents, avec un réseau d'experts nationaux et internationaux, des contacts avec l'administration et avec des financeurs. Et donc l'objectif, c'est qu'il puisse mener son projet à bien et trouver des solutions qui s'imposent. Concernant la démocratie, la vocation du Liberté Living Lab, est-ce que c'est de la faire évoluer ? Alors, on pourrait croire qu'il est illusoire d'essayer d'améliorer la démocratie en apportant des solutions technologiques. Et c'est pour ça que nous, au Liberté Living Lab, on se concentre sur des innovations qui ne sont pas que technologiques, qui sont aussi sociales, sociétales, civiques. Et on a une approche qui est expérimentale, d'où le mot lab dans Liberté Living Lab. Et parce que l'idée, c'est d'essayer, parfois de réussir, parfois de se tromper, mais de continuer à essayer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est par où ? Dans le monde, il y a des innovations politiques, des expérimentations, une réflexion pour essayer de redynamiser la démocratie, bien sûr. Par exemple, en Espagne, Podemos, ou en Islande, le parti pirate, qui en est assez proche. Il y a des gens qui essaient, au sein de mouvements citoyens, de changer, de casser le système traditionnel des anciens partis politiques. Ils veulent de la nouveauté. Nous avons vu qu'en France, il existe un nouveau mouvement, la Civic Tech. Et au niveau mondial, que se passe-t-il ? Que font les autres pays ? Arrivent-ils à communiquer, à coopérer ? Justement, ici, ce soir, des acteurs de la Civic Tech à l'international se réunissent pour échanger. Je sens que ça va être très enrichissant. On va voir ça. Soy Iago Bermejo y vengo de la ciudad de Madrid. My name is Sui Meng. I'm from Malaysia. My name is Anna Alberts. I work for the Open Knowledge Foundation Germany. I'm CL from Taiwan. Welcome to France. All right, good evening, folks. Hey, you miss us? So I'm CL. I'm from the future. I mean, time zone, because we are kind of here. And everything to see. Civic Tech is beyond just technology and tools. It's also about ideas. how to get more people actually involved in politics, how to do more, how to bring politics back to something that other people understand. Nuestro diagnóstico en Madrid en el 15M es muy parecido al de Nuit Debout, al del Sunflower Movement en Taiwán o al del Occupy en Estados Unidos. Entonces es un primer paso de diagnóstico para saber que el sistema no está funcionando. El siguiente paso es buscar alternativas y transitar hacia una democracia del siglo XXI, ¿no? Big idea about civic tech for democracy is it can have the potential to make very complicated topic into something easier to understand. There are a lot of evidence showing that if you make this so easy and then making people know there's an impact for their participation in the process of policy making and the process for your daily life, then they will continue to do so because they think it works. And we are seeing that in many places around the world, and I think, but not enough. So I guess that's where we are working together as a global community to make this possible. Tout au long de mon enquête, j'ai découvert que la politique pouvait avoir du sens,
et que les citoyens pouvaient y reprendre goût dès lors qu'ils étaient des acteurs centraux et qu'ils étaient incontournables. Cela est possible grâce à des nouveaux outils numériques. Nous avons déjà intégré certains de ces outils, tels que les réseaux sociaux ou d'autres. Ces nouveaux outils, on devrait pouvoir les intégrer aussi. Alors, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il dépend de nous.